Dans les séquences vidéo précédentes, vous avez appris à écrire une classe en C++. Vous savez y définir des méthodes et des attributs, et vous savez mettre en place un certain nombre de fondamentaux liés à l'encapsulation, à savoir définir ce qui est publiquement accessible pour un utilisateur externe de la classe et ce qui ne l'est pas. Nous allons étudier comment tout cela se met en place concrètement sur un certain nombre d'exemples, et nous allons voir que bien encapsuler nécessite de prendre un certain nombre de précautions. Pour rappel, à ce stade, une classe n'est autre qu'une superstructure dans laquelle vous pouvez mettre non seulement des champs que l'on appelle des attributs, mais aussi des fonctions que l'on appelle désormais des méthodes. Nous avons vu qu'une des particularités d'une classe par rapport aux structures, c'est qu'il est possible de définir ce qui ne doit pas être accessible au monde extérieur, ce qui est privé, et ce qui est, à contrario, accessible, c'est-à-dire public. Voici donc une implémentation possible de la fameuse classe rectangle qui nous a servi d'exemple introductif aux concepts fondamentaux de l'orienté objet. Donc lorsque l'on veut définir une classe, on utilise le mot réservé classe suivi du nom que l'on a choisi pour la classe. Comme désormais ce nom va être un nom de type dans le programme, il est d'usage de le nommer en commençant par une majuscule. Une classe est usuellement caractérisée par un certain nombre de données spécifiques que l'on appelle les attributs. Ici, nous avons choisi de caractériser la classe rectangle au moyen d'un attribut hauteur et largeur que nous avons choisi d'implémenter sous la forme de deux doubles. Une classe est également caractérisée par un certain nombre de fonctionnalités spécifiques que l'on appelle les méthodes. Une fois que l'on a établi les éléments fondamentaux que sont les attributs et les méthodes, il faut se pencher sur la question de ce qui constitue parmi ces éléments un aspect d'implémentation interne qui n'a pas besoin d'être connu du monde extérieur et ce qui constitue l'interface d'utilisation, ce que le monde extérieur aura besoin de connaître et ce qu'il peut utiliser de la classe en question. Ici, nous avons choisi d'offrir comme fonctionnalité au monde extérieur un certain nombre de méthodes permettant de consulter la valeur des attributs largeur et hauteur, de les modifier et de faire un calcul de surface qui utilise cette largeur et cette hauteur. Les éléments qui font partie de l'interface sont étiquetés comme étant publics. A contrario, nous avons étiqueté comme private tout ce qui est considéré comme détail d'implémentation et c'est usuellement le cas pour les attributs. Notez qu'il n'est généralement pas nécessaire de systématiquement définir des méthodes get et set pour chacun des attributs de la classe. Ici, nous ne l'avons fait que parce qu'à ce stade de l'apprentissage, nous ne savons interagir avec le contenu de la classe que de façon très basique. Donc nous avons notamment besoin de ces méthodes set pour mettre des valeurs appropriées dans les attributs largeur et hauteur. Respecter les principes d'une bonne encapsulation en déclarant comme privé ce qui relève de l'implémentation, comme typiquement la représentation des attributs dans une classe, va permettre au programmeur concepteur de la classe rectangle, va lui donner la latitude de modifier son implémentation sans que ceci n'ait d'impact sur celui qui utilise la classe rectangle. Par exemple, si le programmeur de la classe rectangle décide de modifier son implémentation, ici, au lieu d'utiliser deux doubles, on pourrait imaginer qu'il utilise plutôt un tableau à deux éléments, comme ceci. Donc, il lui suffit d'adapter en interne l'implémentation de ces méthodes. Par exemple, ici, au lieu d'avoir un return hauteur, on aurait plutôt un return de dims 0. Il lui suffit donc d'adapter l'implémentation de ces méthodes pour que le code continue à être complètement fonctionnel pour celui qui l'utilise sans qu'il ne voit jamais quelles modifications ont été apportées à l'implémentation. Notez aussi que puisque l'utilisateur externe de la classe rectangle n'a d'accès aux données de la classe rectangle que via une interface bien spécifique, il devient désormais possible de contrôler comment se fait cet accès de façon bien précise. Avez-vous une idée de comment on pourrait améliorer le code de la classe rectangle que vous avez sous les yeux par rapport à ce point? Le code que vous avez sous les yeux correspond ici au code produit par le programmeur concepteur de la classe rectangle. Voyons ce qui se passe du côté du programmeur utilisateur. Donc ça peut être la même personne qui a défini la classe rectangle et qui l'utilise, mais pas forcément. Voici maintenant un programme principal qui, lui, est client de la classe rectangle qui a été définie sur les transparents précédents. Donc, la classe rectangle définit désormais un nouveau type qui est utilisable comme tous les autres types que nous avons eu l'habitude d'utiliser jusqu'ici. Donc, nous pouvons déclarer une variable de type rectangle, ce qu'on appelle usuellement un objet, une instance, et commencer à travailler avec.
Lorsque cette ligne a terminé de s'exécuter, nous disposons en fait en mémoire d'un objet de type rectangle qui a deux champs, deux attributs, un pour la largeur et un pour la hauteur. Donc la première chose à laquelle il faut raisonnablement penser, c'est d'initialiser proprement ces deux champs pour pouvoir travailler avec un rectangle qui a des dimensions concrètes. L'initialisation d'un objet à proprement parler est tout un volet dont nous aurons l'occasion de reparler prochainement dans le détail. Pour l'heure, nous allons nous contenter d'affecter des valeurs aux attributs souhaités. L'affectation de la largeur et de la hauteur peut se faire tout simplement au moyen d'une interaction clavier. Donc on va demander à l'utilisateur d'introduire une valeur pour la hauteur, une valeur pour la largeur, que l'on va lire dans une variable préalablement déclarée et que l'on va mettre à l'intérieur des champs du rectangle au moyen des fonctionnalités que l'on a préalablement prévues. Donc imaginez ici que l'utilisateur introduise la valeur 5.0 dans la variable lu. En utilisant la fonctionnalité setHauteur par le biais de la notation pointée, qui veut dire ici mettre la hauteur du rectangle à la valeur lu, nous aboutissons donc à cette situation concrètement. Et pareil ici pour la largeur. Par exemple ici. Une fois que le rectangle est proprement initialisé, il est possible d'invoquer d'autres fonctionnalités sur ce rectangle, comme typiquement ici le calcul de la surface. Et on passe toujours par la fameuse notation pointée qui signifie ici « je calcule la surface du rectangle ». Et voici pour finir une écriture affinée de la classe rectangle qui tire parti de l'externalisation de la définition des méthodes. Donc ici, les méthodes sont uniquement prototypées dans la classe rectangle. Leur définition est placée à l'extérieur de la classe rectangle. Le lien entre la méthode et la classe à laquelle elle appartient est fait au moyen de l'opérateur de résolution de portée. L'opérateur de résolution de portée permet donc ici de lier un nom local, qui est le nom par exemple d'une méthode appartenant à la classe, avec un nom plus global qui est celui de la classe à laquelle cette méthode appartient. L'intérêt d'externaliser est que la déclaration de la classe est désormais épurée de tous les détails de la définition des méthodes. Donc, cette façon de déclarer la classe en y mettant uniquement le prototype des méthodes et bien évidemment les attributs, va constituer ce que l'on appelle le prototype de la classe. Les définitions des méthodes, l'ensemble des définitions des méthodes de la classe vont constituer la définition de la classe. Donc exactement pareil que ce que l'on a vu avec les fonctions, le prototype est ce qui va permettre l'accord entre le programmeur utilisateur et le programmeur concepteur de la classe rectangle. Les définitions ne sont connues que du programmeur concepteur. Celui qui utilise la classe rectangle n'a besoin de connaître que la partie publique de son prototype. Notez que dans une bonne conception, on prendra soin de marquer comme const tout ce qui n'est pas un manipulateur, tout ce qui n'est pas amené à modifier la valeur des attributs. Plusieurs petits détails peuvent être remarqués ici, notamment le fait que certains programmeurs jugent utile d'adopter une convention de nommage particulière pour les attributs, comme le fait de les terminer par exemple par le caractère souligné. Donc c'est pour éviter d'éventuels masquages avec des noms d'arguments de méthode. Vous noterez également ici la façon particulière qu'a le programmeur de nommer ses accesseurs et ses manipulateurs. Dans la version précédente du programme, la méthode qui permettait d'accéder à la hauteur, à l'attribut hauteur du rectangle s'appelait getHauteur. Ici, elle s'appelle hauteur tout court. Pareil pour la largeur. De même, la méthode qui permettait de modifier la valeur de l'attribut hauteur en y mettant une valeur particulière dedans s'appelait setHauteur. Ici, elle s'appelle hauteur tout court. Certains programmeurs trouvent cette façon de nommer les accesseurs et les manipulateurs plus claire, plus lisible au niveau de l'utilisation. Par exemple, ici, si dans un programme qui utilise la classe rectangle, je veux faire afficher la hauteur d'un rectangle donné, qui aurait été préalablement déclaré, donc ici, il me suffit d'écrire rect.hauteur. Je n'ai pas besoin d'écrire rect.getHauteur, ce qui est un peu plus lourd. De même, si je veux modifier dans un programme qui utilise la notion de rectangle la hauteur d'un rectangle donné, eh bien j'écrirai tout simplement ceci, ce qui est jugé comme plus lisible et plus clair par certains programmeurs.
On utilise bien évidemment ici le mécanisme de surcharge, le fait de donner le même nom à deux méthodes différentes, mécanisme de surcharge qui est possible pour les méthodes d'une classe comme il l'est pour les fonctions usuelles. Donc il n'y a pas de confusion possible au niveau de l'appel. La méthode auteur ici, qui est un manipulateur, se distingue de la méthode auteur qui est un accesseur par la liste des arguments, qui est différente dans les deux cas, mais également par la présence ou non du modificateur cons. Donc pas de confusion possible au moment de l'appel à ces méthodes.